bienvenue dans 9 mètres carrés, la seule émission par et pour les étudiants. Moi c'est Alice, aujourd'hui on est avec Léna, élue Crous pour l'Union étudiante. Et on va revenir aujourd'hui sur l'histoire des Crous. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, parce que le Crous c'est un service public, c'est le service public pour les étudiants, ça veut dire Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Et le Crous, du coup, c'est un service public, c'est-à-dire que il a des fonds publics, il y a des travailleurs et fonctionnaires. Mais l'histoire du Crous, elle est assez particulière, puisqu'à l'origine, elle a été créée par les étudiants, pour les étudiants. Du coup, pour servir une mission principale qui est, par exemple, de gérer la restauration universitaire, gérer le logement, la vie culturelle, ainsi que les aides sociales. Parce que les étudiants, on le sait, sont dans une situation de précarité du fait que on quitte notre logement familial, on se retrouve à devoir trouver un logement, on n'a pas de thunes pour se nourrir, donc voilà, il y a toutes ces situations-là qui font que le Crous, c'est un service qui est absolument nécessaire, mais qui aujourd'hui est un service qui est de plus en plus attaqué et qui, en plus, ne correspond pas à la réalité de la situation que vivent les étudiants. C'est un service qui ne suffit plus. Du coup, c'est intéressant qu'on revienne sur toute cette histoire-là pour comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui et comment on pourrait faire quelque chose de mieux. Du coup, Léna, toi, en tant qu'élue Crous, tu peux revenir un peu sur cette histoire-là et nous expliquer comment on est passé de ce service géré par les étudiants pour les étudiants à un service qui est aujourd'hui de plus en plus attaqué. Voilà, je sais pas si tu peux commencer du coup par nous expliquer comment c'était avant que le Crous existe. Ouais, alors au début, quand on regarde l'enseignement supérieur au début du XXe siècle, en vrai il n'y avait pas le Crous, il n'y avait pas d'œuvre sociale pour les étudiants, parce qu'à ce moment-là c'était vraiment une classe extrêmement privilégiée. L'enseignement supérieur c'était quelque chose de très élitiste, donc on avait une toute petite fraction de la population qui était étudiante, donc autour des années 1930, c'était à peine 35 000 étudiants, quoi. Donc on est vraiment sur un petit effectif, et surtout c'était des personnes issues de milieux bourgeois, et donc l'enseignement était tourné pour permettre justement à ces bourgeois d'accéder à des hautes fonctions, etc. Donc c'était vraiment une vision extrêmement élitiste de l'enseignement. Et donc à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'œuvre sociale qui était créée, tout simplement puisqu'il n'y avait pas de besoin pour cette population-là. Et donc à ce moment-là, il y avait juste les bourses au mérite, qui était un système de récompense où le but c'était juste de féliciter le meilleur des bourgeois, quoi. Et c'était la seule fonction de cette aide, entre guillemets, quoi. Mais ça d'ailleurs, les bourses au mérite, c'est un concept qui existe encore aujourd'hui, ça existe encore, et on voit que du coup cette vision de l'université très très élitiste, elle persiste jusqu'à aujourd'hui, et que du coup le modèle de Macron d'université très très élitiste, très bourgeoise, c'est un modèle très très ancien qui a perduré sur le temps, quoi. Mais du coup, comment on passe de ce modèle élitiste, très très élitiste et bourgeois, à un modèle qui conserve qui conserve cette vision élitiste et bourgeoise, mais qui quand même intègre de plus en plus d'étudiants. Comment on passe de ce modèle-là au modèle qu'on connaît aujourd'hui, qui est plus ambivalent? En fait, c'est que du coup, au fur et à mesure du XXe siècle, il y a eu de plus en plus d'aides mises en place pour les étudiants. Et donc, comme tu le disais très bien tout à l'heure, la particularité du Crous, c'est que les premières défenses d'étudiants qui ont été mises en place, au départ, c'était fait par les étudiants. Donc, c'est autour des années 1930 qu'il y a les premières œuvres universitaires, où en gros, c'est la création des premiers restos-U. Il y avait aussi des espèces de lieux de sociabilité juste gérés par les étudiants. Enfin, c'était l'auto-organisation étudiante qui donnait accès à certains privilèges pour les étudiants. Mais en fait, la particularité de ce début de, disons, fonctionnement par et pour des étudiants, c'est que là encore, ça répondait à des besoins d'une classe bourgeoise, parce que l'objectif, c'était de donner à une classe élitiste, vraiment, des privilèges en particulier, et pour avoir vraiment un outil de distinction aussi pour les personnes qui font des études. Donc même si au début, on peut se dire qu'il y avait des premières œuvres étudiantes et que c'est un peu stylé que l'ancêtre du Crous, ce soit les étudiants pour les étudiants, en fait, au départ, c'était vraiment des bourgeois qui se donnaient eux-mêmes des privilèges pour profiter de leurs études, quoi. Et donc le début du modèle social, c'est un peu étrange, mais au début il a vraiment juste il se fonde que sur des intérêts de classe par et pour les étudiants, quoi. Mais du coup, c'est des étudiants qui gèrent eux-mêmes, tu l'as dit, restaurants universitaires, mais même des trucs genre des boîtes de nuit, il me semble, qui géraient, vraiment même des brasseries, vraiment c'était un système assez corporatiste, quoi, qui existait à cette époque-là. Mais du coup, c'est pas un service public, c'est ça, c'est vraiment indépendant. C'est ça, à ce moment-là, c'est vraiment des étudiants qui s'organisent à travers des associations et qui fonctionnent entre eux-mêmes, donc c'est pas géré par l'État, il n'y a pas de notion de service ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, on peut appeler ça en vrai de l'auto-organisation des étudiants à ce moment-là, quoi. Mais donc qui répondent quand même à un projet politique à ce moment-là, même si c'est pas revendiqué comme tel, mais qui défendent des intérêts de classe, donc qui reste, comme tu l'as dit, des intérêts corporatistes, quoi.
Mais à quel moment, du coup, ça devient un service public comme c'est le cas aujourd'hui? Bah, du coup, en fait, faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale, parce qu'à ce moment-là, avec justement après la guerre, il y a un besoin de reconstruction et il y a beaucoup d'aspirations sociales qui sont portées par la population, surtout par les personnes qui ont résisté. Et donc il y a vraiment une volonté de mise en protection de l'ensemble de la population. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a nos premiers services publics d'aide et d'entraide, quoi. Donc on a l'apparition de la Sécu en 45, la CAF en 46. Et donc, bah, c'est à ce moment-là que le mouvement pour les étudiants va aussi suivre, parce que du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui ont aussi résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, notamment en 46, il y a ce qu'on appelle la Charte de Grenoble, qui en fait est un texte qui va revendiquer pour la première fois un revenu pour les étudiants pour l'ensemble des études sans condition. Et donc c'est vraiment le moment où les aspirations des étudiants sont vraiment pour la mise en protection sociale de la jeunesse des étudiants. Et donc c'est la première fois qu'on a ce genre de revendications qui sont mises en place. Mais du coup, le Crous, il est officiellement créé, il me semble, en 1955, si je me trompe pas. Et du coup, c'est 10 ans plus tard. Est-ce que ça répond pour autant aux aspirations de cette charte de Grenoble? Est-ce que ça répond aux aspirations de la jeunesse, quoi, ce Crous-là à l'origine? Bah, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on voit qu'il y a une forme de premier décalage entre le Crous et les étudiants, parce que si jusque-là, tout ce qui existait pour les étudiants, c'était géré directement par les étudiants, bah là, pour la première fois, c'est l'État qui va gérer des aides. Mais du coup, à partir de 55, du coup, il y a les premiers Crous qui sont créés dans les régions, donc c'est les centres régionaux à ce moment-là, qui vont gérer la question de la restauration surtout. Et du coup, à ce moment-là, on a quand même ce petit décalage qui est mis en place, mais ça veut quand même dire que l'État aussi prend en charge pour la première fois la question des étudiants. Donc ça reste une avancée, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que revendiquaient du coup les étudiants à ce moment-là. Mais les étudiants vont quand même garder un peu une action quand même sur les Crous, parce que c'est pour la première fois qu'ils vont être élus étudiants pour justement toutes les questions d'aide sociale, de restauration, etc. Mais du coup, tu as dit que comme il y a de plus en plus d'étudiants, il y a besoin de la création d'un nouveau système d'aide. Mais d'une certaine manière, je pense qu'on peut aussi dire que ça va aussi dans le sens inverse, c'est que vu qu'il y a cette création d'un système d'aide qui est nationalisé, ça permet aussi à de plus en plus d'étudiants d'intégrer l'enseignement supérieur. Ça permet une massification. La massification, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui intègrent l'enseignement supérieur. La massification, c'est quelque chose qui permet à la fois de plus en plus d'étudiants d'intégrer l'enseignement supérieur, mais aussi localement d'accéder à l'enseignement supérieur proche de chez eux. C'est-à-dire pas forcément se déplacer à Paris dans des universités très très élitistes, mais aussi y avoir accès localement proche de chez eux. Donc c'est un mouvement qui est positif, quoi. La massification, c'est ce que nous on défend aussi à l'Union étudiante. Donc d'une certaine manière, on peut dire que cette massification, elle a à la fois rendu nécessaire, comme tu le disais, la création des Crous, mais elle est aussi permise par la création d'aides sociales. Enfin, si je me trompe pas, on est d'accord que la massification, elle s'accroît encore après la création des Crous, quoi. Donc ça veut aussi dire que plus on donne plus on met en place des aides sociales pour la jeunesse, et plus on peut avoir d'étudiants qui intègrent l'enseignement supérieur, et ça va avec ce que nous on défend à l'Union étudiante, mais je pense qu'on pourra y revenir après, mais sur le revenu étudiant qui s'inscrit dans cette logique-là aussi, dans cette logique de ce que tu évoquais sur la charte de Grenoble de 46, mais qui est aussi dans l'idée qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui intègrent l'enseignement supérieur. Mais c'est super vaste ce que tu dis, parce qu'en plus, on voit qu'à ce moment-là, pour répondre aux besoins, on a le Crous, il va prendre en charge de plus en plus de missions. Donc on va avoir la création des premiers restaurants universitaires en premier, puis le Crous va acquérir des logements, et donc on va avoir les premiers logements sociaux pour les étudiants. Et donc progressivement, en fait, le Crous, il va prendre en charge toutes ces fonctions qui, mine de rien, vont permettre aussi à une nouvelle population d'accéder à l'enseignement supérieur. Et donc c'est pas anodin qu'on passe de à peine 30 000 étudiants au début du siècle, là on dépasse 300 000, 400 000 étudiants, et c'est un mouvement qui se fait en plein, quoi. Donc il y a ce double mouvement, comme tu as dit, de accompagner les étudiants, répondre à des besoins, mais aussi permettre à une nouvelle population d'y accéder. Et les aides sociales, c'est aussi une forme, ça permet aussi l'émancipation, même si à l'époque c'est bien insuffisant, parce que les bourses, il me semble que les bourses, par exemple au début des années 2000, fin des années 90, les bourses elles sont encore très insuffisantes. C'est environ 300 euros, si on met les francs, si on rend les francs équivalents en euros, c'est environ 300 euros actuels. Donc il y a un peu cette ambivalence, quoi. Ça permet de plus en plus l'émancipation en intégrant de plus en plus de services, parce que si on prend en compte le logement, la restauration, les aides sociales, mais aussi d'autres choses comme la culture, par exemple, parce qu'il y a la mise en place de fonds
alloués pour que le Crous prenne en charge des activités culturelles dédiées aux étudiants. Donc ça permet l'émancipation, mais malgré tout, on est bien d'accord que c'est encore beaucoup trop insuffisant. Donc il y a un peu cette ambivalence-là du Crous à ce moment-là. Mais dans l'émancipation, il y a aussi tout ce que tu disais avec la partie participation des étudiants. Est-ce que du coup, les étudiants continuent d'être impliqués autant qu'avant? Pas forcément autant qu'avant, parce qu'il n'y a plus d'auto-organisation, mais est-ce qu'ils continuent d'être impliqués dans la gestion quand même des Crous à cette époque-là? Progressivement, donc les étudiants ils se sont un peu effacés sur la gestion du Crous. Vu que c'est devenu un service public en plein, c'est géré par des fonctionnaires, par des travailleurs. Et donc les étudiants, ils n'ont plus qu'un rôle simplement d'élu. Là où, par exemple, en parallèle, il y avait toujours, par exemple, la Mutuelle nationale des étudiants, la MNEF, qui était entièrement gérée par les étudiants. Mais donc, à ce moment-là, les étudiants, ils se sont un peu effacés de toute cette gestion du Crous. Et donc, on a en fait un service public en plein qui s'est développé, qui a acquis de plus en plus de fonctions, etc. Et ça, aujourd'hui, ça continue, puisque du coup, le taux de participation aux élections Crous, il est très très faible. Par exemple, c'était 4%, il me semble, en 2021. Ce qui veut dire que c'est vraiment des chiffres très faibles et que ça montre à quel point les étudiants restent déconnectés des enjeux du Crous par rapport à l'origine où c'était les étudiants qui géraient en plein le Crous, quoi. En fait, ce qui est fou, c'est que du coup, le Crous aujourd'hui, pour les étudiants, c'est vraiment de l'administratif, quoi. C'est les DSE qui ont d'ailleurs été créés relativement récemment dans l'histoire du Crous, puisque c'est que dans les années 90 que ça a apparu, et donc c'est juste des demandes d'aide, c'est demander le repas à 1 euro, c'est essayer de trouver un logement quand il n'y en a pas assez, etc., quoi. Le Crous aujourd'hui, c'est surtout associé à des galères plus qu'à un service où on pouvait se dire qu'au départ, c'était des offres qui sont issues des étudiants, quoi. Donc c'est un peu fou de revenir sur toute cette histoire-là et de voir à quel point aussi on a pris de la distance avec pourtant des choses qui nous concernent et qui nous permettent aussi de nous faire nos études, quoi. Mais du coup, est-ce que le Crous, c'est bien? Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce qu'on doit le supprimer? Qu'est-ce que c'est la position qu'on peut avoir à ce niveau-là par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport à cette histoire-là? Parce que tu as évoqué la déconnexion de plus en plus croissante, mais aussi que dès l'origine, en fait, il y a eu un décalage avec les revendications étudiantes. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on doit faire actuellement aujourd'hui du Crous? Du coup, c'est pour ça qu'avec l'Union étudiante, nous, on revendique le revenu d'autonomie, mais parce qu'en fait, c'était ce qui avait d'abord été revendiqué par les étudiants, et parce que on voit que depuis la création du Crous, il y a une insuffisance des aides qui est chronique, quoi. Jamais le Crous n'a su répondre entièrement aux besoins des étudiants. Jamais le Crous n'a permis, vraiment à toute une classe sociale aussi d'accéder aux études, quoi. Parce que quand on regarde l'enseignement supérieur aujourd'hui, il y a toujours un élitisme qui est présent, c'est toujours une classe privilégiée aussi qui a plus facilement accès. De fait, il y a une surreprésentation encore des enfants de cadres par rapport aux enfants d'ouvriers, par exemple. Donc, quelque part, le Crous, il faillit à ses missions, mais est-ce que c'est pour autant on doit se dire qu'on n'a pas de Crous? C'est pas non plus ce que je pense qu'il faut tirer de cette histoire, mais plus se dire que le Crous, faut qu'il arrive à mettre pleinement les jeunes avoir une vraie protection sociale, quoi, qu'il arrive à avoir un revenu d'autonomie pour tout le monde. Ça permet de s'assurer qu'on a nos fins de mois, qu'on peut payer des loyers, qu'on peut avoir une indépendance par rapport à son foyer familial et tout. Et donc c'est juste que le Crous, il doit pouvoir répondre à ces besoins des étudiants aujourd'hui, quoi. Parce que on disait tout à l'heure que le Crous, la création du Crous, elle a permis d'accélérer aussi la massification de l'enseignement supérieur, mais cette massification-là, elle n'est pas terminée, parce qu'on l'a dit, aujourd'hui, il y a 3 millions d'étudiants, mais c'est pas forcément 3 millions de diplômés, parce que à chaque étape, nous, à l'Union étudiante, on considère que étudier, c'est un vrai parcours du combattant, c'est-à-dire que à chaque étape, il y a des obstacles qui s'ajoutent. Par exemple, déjà, il faut rentrer dans l'enseignement supérieur. Il y a environ, déjà, il y a Parcoursup qui existe, il y a 144 000 lycéens qui chaque année ne peuvent pas accéder à l'enseignement supérieur à cause de Parcoursup et de la sélection, qui est une sélection sociale et raciste. Mais il y a aussi une sélection qui se fait par la précarité étudiante, c'est-à-dire que même chaque année, il y a plus de 50 000 lycéens qui ne font même pas d'études, car ils savent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour les faire, et donc ils se tournent vers autre chose. Ils ne vont pas faire d'études à cause de cette précarité étudiante et à cause du manque d'accompagnement et de l'insuffisance des aides sociales. Mais en plus, à partir de même ceux qui arrivent à rentrer dans l'enseignement supérieur, il y a encore des étapes qui s'ajoutent, parce que la précarité étudiante, c'est une réalité qui fait que il y a un jeune sur deux qui est obligé de se salarier, alors que le salarié étudiant, c'est la première cause d'échec, ce qui veut dire que la massification de l'enseignement supérieur, elle est incomplète. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants, il y a beaucoup plus d'étudiants que à l'origine, quand le Crous a été créé, mais par contre,
tous les étudiants enfin tous ceux qui entrent dans l'enseignement supérieur n'arrivent pas jusqu'au diplôme à cause justement de ce parcours du combattant. Et nous, du coup, notre projet de revenu étudiant, il correspond aussi à une volonté de poursuivre jusqu'au bout ce projet de massification, de démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que vraiment toute une classe d'âge puisse accéder et obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Et ça, du coup, ça se fait pas sans un vrai système de protection sociale de la jeunesse comme le revenu étudiant dont on parlait, quoi. Bah en vrai, faut juste que le Crous arrive à du coup prendre plus en charge encore les questions, les besoins des étudiants, quoi. Et donc ça c'est ce que clairement le gouvernement empêche aujourd'hui quand on voit que le Crous est largement sous-financé aussi, quoi. Et que si on peut être très heureux quand même du fait que les bourses il y a à peine 20 ans c'était que 300 € et aujourd'hui c'est, allez, 600 €, ça reste 600 € par rapport à ce dont on a besoin pour vivre, quoi. Et donc, juste ce dont on a besoin aussi, c'est que du coup, on ait un véritable investissement aussi pour la jeunesse, pour justement permettre à ce que les études soient réellement accessibles, comme tu le dis, à l'ensemble d'une classe d'âge et pas seulement du coup aux personnes les plus privilégiées qui ont pu avoir la chance de faire ces études-là, quoi. Et donc, le Crous, c'est quand même un progrès qu'on a réussi à obtenir par une forme de mobilisation étudiante aussi sur le XXe siècle. Mais donc, il faut maintenant qu'on arrive à aller plus loin et qu'on continue à reprendre aussi les bases de cette mobilisation étudiante-là pour aller chercher enfin un revenu d'autonomie pour toutes et tous et faire en sorte que les étudiants et les étudiantes aient des conditions de vie et d'études qui, du coup, peuvent être décentes, quoi. Oui, c'est ça. Il faut rappeler que, du coup, le Crous et les aides pour la jeunesse, ça vient des mobilisations étudiantes qui ont été menées au cours du XXe siècle. Et c'est à nous de s'inscrire dans cette histoire-là et de continuer les mobilisations. Parce qu'aujourd'hui, quand la bourse maximum, elle est à 633 € et que le revenu étudiant, que le seuil de pauvreté, pardon, il est à 1288 €, il y a moitié de différence, quoi. Enfin, ça veut dire que les étudiants sont automatiquement 600 € en dessous du seuil de pauvreté, quoi. C'est lamentable. Et c'est pour ça que nous, on porte une revendication qui permettrait de sortir les étudiants de la pauvreté avec 1288 € par mois pour tous. Mais ça, c'est vraiment un autre projet de société, quoi. C'est un autre modèle qui n'est pas du tout celui de Macron, du gouvernement, qui n'est absolument pas le modèle qui est en place aujourd'hui. Et d'ailleurs, même le modèle du Crous, qui est déjà insuffisant aujourd'hui, il est attaqué par des politiques de casse des services publics. Par exemple, il y a la volonté de fusion des APL et des bourses. Enfin, il y a toutes ces attaques envers le modèle qu'on connaît aujourd'hui, un modèle qui est déjà insuffisant, mais qui en plus est attaqué, tout simplement parce que le projet du gouvernement, c'est d'avoir un modèle, de retourner à un modèle encore plus élitiste qu'il n'est déjà le cas actuellement, un modèle où on muselle la jeunesse, par exemple avec la mise en place d'un service militaire. Enfin, c'est un modèle vraiment, une volonté de retourner à un modèle beaucoup plus élitiste et répressif aussi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Macron, il a envie de refaire un enseignement qui est ouvert que aux bourgeois, quoi. C'est son grand projet de société et c'est ce qu'il avait dit même quand il avait dit que l'enseignement ne pourrait pas rester gratuit éternellement, quoi. Enfin, on sait clairement ce que ça veut dire, ça aussi, c'est faire un enseignement de plus en plus restreint comme ça l'était à l'origine, quoi. Et de faire que tout le monde, soit tous les plus précaires, soit ils vont sur le marché du travail, soit ils vont à l'armée et super, là ils auront de belles rémunérations, quoi. Donc on sait aussi où est-ce qu'ils décident de faire des investissements. Et clairement, c'est pas sur l'enseignement, c'est pas sur le Crous, c'est pas sur les aides sociales et sur n'importe quel autre service public, quoi. Et d'ailleurs, du coup, c'est un modèle qui est élitiste et qui veut refaire une université 100% bourgeoise, mais aussi c'est un modèle complètement raciste, puisque par exemple, les étudiants étrangers sont obligés de payer des frais d'inscription qui sont jusqu'à 16 voire 18 fois plus élevés que les étudiants européens, avec le programme, le décret La Bienvenue en France, qui est un décret complètement raciste. Pareil, il y a la suppression des APL pour les étudiants étrangers. Il y a aussi le fait que les étudiants étrangers n'ont pas le droit aux bourses Crous. Enfin, ils ont le droit qu'aux bourses, ils ont le droit à certaines aides au mérite. Donc on voit que ce projet, le projet raciste, le projet élitiste, c'est vraiment le même projet, quoi. C'est d'ailleurs le gouvernement qui s'allie complètement avec l'extrême droite dans ce sens-là, quoi, et vraiment une volonté de faire une université qui soit blanche, bourgeoise, élitiste. En fait, c'est ça, c'est Macron, il rêve d'un modèle comme dans les années 1930 quand les étudiants ils se mobilisaient contre l'arrivée des étudiants étrangers, quoi. Enfin, il a un projet raciste, il a un projet élitiste, il a un projet de fermer l'université. Mais donc, ce qu'on peut vraiment retenir aussi de toute cette histoire-là sur les Crous, sur ce qu'ont fait les étudiants par le passé aussi, c'est que
par la mobilisation, quand même, on arrive à obtenir des avancées sociales, et c'est ça ce sur quoi on doit s'inscrire aussi en tant qu'étudiant, et que du coup, bah, on a bien aussi aujourd'hui, quand même, bah, on a un ennemi, hein, celui d'un gouvernement qui nous attaque, qui casse du coup nos services publics, qui limite nos aides, etc. Et donc, bah, faut qu'on arrive à prendre un peu le meilleur de ce qui s'est passé par le passé, quoi, et qu'on arrive du coup à aller chercher plus d'aide pour les étudiants, et que vraiment on passe non seulement d'une massification du nombre d'étudiants, mais bien à une démocratisation de l'enseignement supérieur qui soit ouvert à toute une classe d'âge, qui soit ouvert à qui soit pas fermé en fait aux classes sociales les plus précaires aussi, quoi. Mais du coup, oui, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment cette mobilisation-là et cette nécessité, c'est vraiment une nécessité et une urgence d'un autre modèle de protection sociale de la jeunesse. Et du coup, bah, pour ça, on a fait d'autres vidéos qu'on vous invite à aller voir. Il y a notamment une vidéo qui explique bah, tout notre projet sur le revenu étudiant, qui s'intitule Comment être payé pour faire ses études, c'est possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ce projet vous intéresse, si vous voulez comprendre le projet plus en détail. Et puis bah c'est tout pour nous et à très vite sur 9 mètres carrés.